Ce superbe but de Thiago Almada contre Corinthians résume bien ce qu'on retient de lui à Botafogo, n'est-ce pas? Le début de l'action rappelle aussi la saison à ceux qui l'ont moins suivi. Regarde Almada, le numéro 23, arrive en courant à l'intérieur. Mais si on se souvient bien, ce Botafogo jouait en 4-2-3-1. Donc Almada, même en étant ailier, jouait à l'intérieur. Et le plus courant, c'était de voir ce genre de dynamique. Puisque l'ailier rentrait à l'intérieur, c'était le latéral qui occupait le couloir. Retiens bien ça, ce sera important plus tard dans la vidéo. Dans ce match, Marsal jouait, mais d'habitude, le latéral gauche titulaire de Botafogo était Alex Térès. Botafogo essaye de construire sur les côtés, le ballon revient, et Almada est justement le gars qui fait presque toujours ce mouvement, n'est-ce pas? C'est l'ailier qui joue à l'intérieur. À ce stade, tu es déjà habitué, et plusieurs joueurs font ça, même au Flamengo. Paqueta l'a déjà fait à droite, Carrascal l'a fait à droite, Plata l'a fait à droite. Et pour ceux qui se souviennent des temps plus anciens, Everton Ribeiro fait ça aussi sur le côté droit. L'action continue, le ballon change de côté, et là, on voit les deux autres milieux de Botafogo. En général, c'était Savarino, qui jouait comme numéro 10 plus cérébral, plus central, et Luis Enrique, qui était l'ailier droit, qui avait généralement la possibilité de partir des deux côtés. Qu'il aille jusqu'à la ligne de fond, ou rentre vers l'intérieur, il cherche à conclure l'action en tant que gaucher. Selon le contexte, il se retrouve alors côté gauche. L'action continue, revient par l'autre couloir et le ballon arrive à Almada. Et là, mon ami, c'est une grande différence. Regarde bien. Il contrôle, fait semblant de frapper du droit. Lui, en tant qu'ailier gauche-droitier, il va naturellement avoir ce mouvement pour rentrer vers l'intérieur. Il élimine le deuxième du gauche, le ballon est dévié et trompe le gardien. Ce but a offert la victoire à Botafogo. Cette carte thermique montre celle d'Almada dans ce match, confirmant ce que j'ai dit. Un ailier gauche qui rentre vers l'intérieur, mais pas uniquement. Il redescend souvent au départ de l'action pour avoir le jeu face à lui. N'étant pas très physique, il joue souvent dans un espace où il est plus pressé. Donc il préfère sortir de cette pression pour voir et dicter le rythme de face. Et c'est là que vient le doute. Sachant que Almada a ce type de caractéristiques, où va-t-il s'intégrer dans cette équipe de Flamengo de Leonardo Jardim? Pour moi, il existe 3 possibilités parmi les plus viables et les plus probables, qui impliquent aussi d'autres joueurs de l'effectif. Après réflexion, j'ai une opinion définitive. Suivez-moi. Voici le 4-2-3-1 auquel le supporter de Flamengo s'habitue déjà sous l'ère Leonardo Jardim. C'est le même modèle qu'il utilisait comme entraîneur de Cruzeiro, que j'ai suivi de près. D'ailleurs, une grande partie des idées qu'il utilisait dans son équipe précédente, il les répète maintenant au Flamengo, en s'adaptant évidemment au profil des joueurs. Et la première possibilité, quand on pense à Thiago Almada, c'est justement qu'il soit cet ailier gauche, prenant la place de Samuel Lino dans l'équipe titulaire. La saison dernière, avec Felipe Luis, Lino avait le rôle d'ailier pour élargir le jeu. Felipe Luis est un entraîneur qui adhère davantage au jeu de position. Il y a une vidéo ici sur la chaîne où je parle de l'école espagnole et j'explique un peu plus en détail ce qu'est le jeu de position. Mais, en gros, Lino avait le rôle d'élargir le terrain et de chercher le 1 contre 1 sur le côté. Le problème, c'est qu'il ne s'en est pas si bien tiré. Il est arrivé à la moitié de l'année dernière, il a fait 6 mois assez irréguliers, il a pas très bien commencé la saison, Felipe Luis est écarté, Leonardo Jardim arrive et Samuel Lino s'en sort très bien sous la direction du Portugais. Jardim débute le 8 mars face à Fluminense, 1-0. Lino délivre une passe décisive. Contre Cruzeiro, il délivre une passe décisive, puis marque contre Botafogo et Remo, puis reste 3 matchs sans marquer. Il ne joue pas tous les minutes et commence sur le banc contre Cusco en altitude. 2 passes decisive face a Fluminense. 3 matchs sans être décisifs, seulement 11 minutes contre Vitória. 2 autres passes décisives contre Atlético Mineiro. Il oscille, puis contre Curitiba, marque 2 buts et une passe décisive. Contre River, 1 but et une passe décisive. Contre Benfica, maintenant en match amical, 1 but. Et contre Chapecoense, lors de ce retour du championnat brésilien, une passe décisive. On voit de plus en plus Samuel Lino avec un nouveau profil de caractéristiques. Et je l'avais déjà dit ici sur la chaîne, avec Cruzeiro, Jardim aimait beaucoup avoir un attaquant qui attaquait la profondeur de la défense, qui faisait beaucoup de ruptures, et ce joueur, c'était Caio Jorge. Ce n'est pas un hasard s'il a fini meilleur buteur du dernier Brasileirão. En rejoignant Flamengo, il a compris que Pedro est un crack qui ne peut rester sur le banc et qu'il n'a pas ce profil. Il a donc dû adapter son modèle de jeu. Alors, au lieu que ce rôle de rupture dans le dos de la défense soit celui du numéro 9, il l'a adapté pour que Samuel Lino remplisse cette fonction. Et il s'en sort très bien. Autrement dit, pour résumer tout cela, Samuel Lino est devenu essentiel depuis l'arrivée de Jardim, alors qu'il était auparavant jugé moins important, et qu'il irait facilement sur le banc avec l'arrivée d'un joueur du calibre de Thiago Almada,
Aujourd'hui, je n'en suis plus aussi sûr. On parle de 14 contributions décisives. Sur 24 matchs sous Jardim, il participe à plus d'un but tous les 2 matchs, ce qui est remarquable, d'autant plus qu'il n'est pas avant-centre ni un vrai numéro 9. En somme, Lino est un joueur clé à gauche et ne devrait pas perdre sa place de titulaire immédiatement. Nous devons commencer à imaginer Almada jouer à d'autres postes, et une autre alternative serait qu'il joue en numéro 10 à la place d'Arrascaeta. Il a même fait cela pour Botafogo à certains moments où Savarino n'était pas présent. Et justement parce qu'il a cette caractéristique de rentrer de l'extérieur vers l'intérieur. Et souvent, il redescendait plus bas à la base de l'action. Il n'y a eu aucun problème pour lui de jouer ici en tant que numéro 10. D'ailleurs, il a eu beaucoup de liberté cette saison-là. Voici les statistiques d'Almada en 2024, lorsqu'il a joué aussi bien pour Atlanta que pour Botafogo. C'était une saison avec 9 buts et 3 passes décisives. Pour Botafogo, curieusement, ce n'est que 3 buts et 2 passes décisives. En 16 plus 6, ça fait 22. Mais ici, en 23 matchs, 3 buts et 2 passes décisives. Ça paraît peu, non? Mais ceux qui se souviennent de ce Botafogo sont certains qu'Almada a été l'un des principaux joueurs de cette saison. Lui, Igor Jesus, Savarino et Luis Henrique ont porté l'équipe. Sans compter qu'il y avait beaucoup de connexions. Et quand on a vu Almada quitter Botafogo après seulement 6 mois à jouer au Brésil, on avait ce sentiment qu'à un moment donné, il allait exploser. Et on aurait du mal à croire qu'un joueur de ce calibre a déjà joué dans le football brésilien ces derniers temps. Autrement dit, on voit que regarder le football sous cet angle de chiffres simples, comme le nombre de matchs avec buts et passes décisives, ne reflète souvent pas la réalité de ce qu'a été le match. Nous, à Futebol Máximo, voulons inverser la logique des fantasy games. Vous jouez souvent à d'autres jeux où vous sélectionnez des joueurs. Leur performance réelle influence le score, et vous êtes en compétition avec vos amis. Mais parfois, un joueur fait un super match sans marquer ni faire de passe décisive, et son score baisse. Notre objectif est de révolutionner cette logique, et notre fantasy game arrive bientôt. Le 2 août, nous vous apporterons plus de nouveautés, mais vous pouvez déjà vous inscrire ici pour ne rien manquer. Le truc, c'est que quand on imagine ça ici, avec Almada comme titulaire en numéro 10 et Arrascaeta sur le banc à cause de ça paraît fou. Puisque la saison 2025 a probablement été la meilleure saison d'Arrascaeta avec Flamengo depuis son arrivée, peut-être en concurrence avec 2019, mais il y avait d'autres protagonistes. Mais pour moi, 2025 a été la meilleure, parce qu'il a été décisif tout seul. Sauf qu'on doit apporter quelques nuances, non? Arrasca a subi une opération, il est allé à la Coupe du Monde, ensuite il a eu une blessure au mollet, il est resté à l'écart, il n'a joué aucun match de la Coupe, et il revient sur les terrains, maintenant, 97 jours plus tard. Je dois aussi te montrer un chiffre qui m'a choqué. Sur Transfermarkt, on voit l'historique des blessures des joueurs et ça m'a vraiment interpellé depuis son arrivée à Flamengo cette saison-là. Regarde, 18, 19, 19, 20 à peu près. Ici, il divise par saison et non par année. Il a eu des blessures toutes les saisons. Et je vais plus loin. Dans toutes ces saisons, il va rester au moins 30 jours absent. Avec un pic ici lors de la saison 24-25, quand il est resté 114 jours. Et pour ceux qui s'en souviendront, à la fin de 2024, quand Flamengo a remporté la Coupe du Brésil, il y avait déjà une idée que Arrascaeta était en déclin dans sa carrière. Jusqu'à ce qu'il arrive en 2025 et surprenne tout le monde avec de bons matchs et de nombreux buts. Mais il faut qu'on trouve un consensus ici. Qu'à 32 ans, il est probable qu'on voit Arrascaeta avoir de plus en plus de problèmes de blessures, puisque cela a été quelque chose de constant dans sa carrière. Je ne parle pas ici d'Arrasca et Virabando. Peut-être commencer à se préparer à l'idée qu'il ne soit pas disponible à chaque match, comme ces dernières années avec Flamengo, notamment lors du Flamengo contre Chape au retour du Brasileirão. Jette un coup d'œil à la composition que Jardim a envoyée sur le terrain. Il a aligné Jorginho et Pulgar comme milieu défensif, Samuel Lino en numéro 10, ensuite Arrascaeta finit par entrer, Plata à droite, Bruno Henrique à gauche et Pedro en numéro 9. Autrement dit, on commence à envisager une possibilité où Arrascaeta ne soit pas toujours disponible, et où Samuel Lino ne soit pas forcément toujours ailier gauche. Tu comprends où je veux en venir, non? Mais malgré tout, on a ce contexte où Arrascaeta sera effectivement en bonne santé. Donc, Almada pourrait être envisagé sur l'aile droite. Mais là, pour moi, il y a quelques petits problèmes en plus. Premier point, Almada, c'est un joueur droitier qui va jouer à droite. Et si sa principale caractéristique, c'est d'entrer vers l'intérieur pour construire les actions et travailler dans l'espace entre les lignes, il me semble un peu plus gâché de le voir faire ce mouvement vers l'extérieur ici à droite, chose que Paqueta n'exécute pas.
Justement parce qu'il est gaucher, il va rentrer davantage vers l'intérieur. D'ailleurs, ce poste d'ailier droit du Flamengo s'est fait remarquer ces dernières années, parce qu'ils mettent justement des joueurs qui rentrent vers l'intérieur. Paqueta et Carrascal sont peut-être plus des créateurs, tandis que Plata est davantage un finisseur. Et si on revient en arrière, comme je l'ai déjà mentionné au début de la vidéo, Everton Ribeiro a été un crack en 2019 ici. Maintenant, c'est compliqué, non? Où Almada se place-t-il? J'ai souvent entendu cet argument. Almada va rejoindre Flamengo pour 28 millions d'euros, devenant le 3e transfert le plus cher du football brésilien cette saison. Il arrive après Paqueta et Gerson à Cruzeiro. 28 millions d'euros, ce n'est pas pour rester sur le banc, et je partage cet avis. Mais il faut comprendre que lorsqu'on parle de ce quatuor offensif, si Lino va sur le banc, on parle d'un joueur à 20-22 millions d'euros qui va sur le banc. Si Paqueta va sur le banc, on parle d'un gars à 40 millions d'euros qui va sur le banc. Autrement dit, quelqu'un de cher va forcément rester sur le banc. Mais j'ai quelques alternatives. Viens avec moi. Je crois que la plupart des supporters de Flamengo considèrent celui-ci comme le 11 de départ le plus probable, non? Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira et Alexandro. Jorginho et Pulgar. Arrascaeta, Paqueta, Samuel Lino et Pedro. Jusqu'ici, tout va bien. Le problème, c'est que, surtout avec ce quintet offensif ici, ou plutôt, simplifions, ce quatuor offensif ici, depuis l'arrivée de Paqueta. Ce quatuor n'a été aligné ensemble comme titulaire qu'une seule fois jusqu'à présent. C'était lors de ce match Flamengo contre Corinthians, ici. 8e journée qui s'est terminée sur un score de 1-1. C'était la seule fois où Paqueta, Arrascaeta, Samuel Lino et Pedro ont joué comme titulaires. Si on considère aussi le milieu de terrain avec Jorginho, et non pas Pulgar, mais Everton Araújo. Ce quintet, ou plutôt ce sextet en réalité, n'a jamais été aligné ensemble sur le terrain. Et dans ce match ici, il y a encore une curiosité, n'est-ce pas? Parce qu'Everton Araújo a été expulsé, Samuel Lino a été remplacé à la 62e minute, et Arrascaeta est sorti aussi à la 61e. Ce quatuor n'est même pas resté longtemps ensemble. Pedro a été remplacé à la 80e minute par Alassiane. Première chose, il faut arrêter d'imaginer un 11 titulaire idéal qui jouerait toujours ensemble. En réalité, Flamengo n'a pas eu récemment de 11 clair, souvent à cause des blessures. Arrascaeta et Paqueta ont souvent été blessés. On peut aussi citer Pedro, qui au cours des 2 dernières saisons a manqué 57 matchs avec Flamengo. Donc, premier point, abolissons cette idée. Et je commence à apporter des considérations intéressantes pour qu'on regarde sur le tableau. Premier point, supposons que c'est effectivement l'équipe titulaire de Flamengo. Quelles alternatives peuvent exister, d'accord? Premier point, Paqueta descend pour participer à la construction du jeu. Almada, par exemple, peut venir ici. Comme je l'ai dit, ce n'est pas idéal qu'Almada soit là, car il perd sa capacité à rentrer. Revenons à Paqueta, avec Pulgar en milieu défensif. Arrascaeta. Il est progressivement devenu un milieu relayeur, voire un second attaquant, jouant parfois à la place de Pedro, du moins au début. J'imagine qu'Almada peut occuper ce poste pendant qu'Arrascaeta retrouve sa forme. Quand tout le monde sera en forme, la solution naturelle serait de sortir Samuel Lino, malgré sa bonne période, pour faire entrer Almada. Mais avant d'en arriver là, quand tout le monde sera en bonne condition physique, il faudra voir qui performe le mieux à ce moment-là. Est-ce Lino? Est-ce Almada? Est-ce Arrascaeta? Est-ce Paqueta? Et il existe encore une autre alternative. Si jamais Pedro venait aussi à être absent à un moment donné, je ne trouverais pas absurde de voir Arrascaeta occuper ce poste, ou même Samuel Lino en imitant ce rôle de Caio Jorge. En tant qu'attaquant qui prend la profondeur derrière la défense et contribue ainsi au jeu, on évoque ici de nombreux joueurs de qualité. On parle ici de Pedro, Samuel Lino, Arrascaeta, Thiago Almada, Paqueta, Pulgar, Jorginho et pourquoi pas, n'est-ce pas, Plata, Saúl, De La Cruz, Carrascal. Donc on parle de plus de 10 joueurs. Et ce qui m'inquiète dans ce contexte, c'est que quand on regarde cette composition, que ce soit avec Lino à gauche ou avec Almada, il faut qu'on comprenne que la principale caractéristique de ces ailiers, c'est qu'ils jouent plus à l'intérieur. Que ce soit au début de l'action, pour construire le jeu, ou en entrant dans la surface pour conclure. Surtout parce que ce sont 2 ailiers qui jouent à faux pied. Et là, la grande préoccupation, c'est... Pourquoi Flamengo dépense-t-il 28 millions d'euros pour un ailier, alors que Flamengo a déjà beaucoup de joueurs à ce poste? Quand l'idée est de jouer avec ses ailiers à l'intérieur. Et surtout, si l'ailier joue à l'intérieur, le latéral doit jouer à l'extérieur. Jardim faisait beaucoup ça à Cruzeiro. Il exigeait beaucoup de Kaique, de Willian, de Fagner. Et tous les joueurs qui jouaient par là, justement, parce que les ailiers rentraient à l'intérieur, surtout à droite avec Christian, mais aussi à gauche avec Wanderson, qui échangeait beaucoup avec Kaique. Et quand on regarde cet effectif de Flamengo compte peu de joueurs pour ce rôle. Varela peut le faire, mais ce n'est pas sa spécialité.
Le meilleur latéral gauche est Alexandro, un joueur technique. Mais il n'a plus vraiment cette présence non plus. Ayrton Lucas l'a un peu, mais il n'apporte pas autant de régularité. Alors, est-ce que ça aurait vraiment du sens de dépenser 28 millions pour un ailier alors que tu avais besoin d'un latéral pour remplir cette fonction? Mais quand il s'agit de Flamengo, on sait que tout peut arriver. L'argent n'est visiblement pas un souci là-bas. Donne ton avis ici et lançons cet exercice d'imagination. Parlons d'un recrutement possible, en visant le marché sud-américain, que ce soit ici ou un sud-américain qui joue en Europe et pourrait revenir. Qui serait ton arrière-gauche pour jouer aux côtés d'Almada ou de Samuel Lino à cet endroit? La saison dernière, ils ont essayé Kaique, qui pour moi aurait été parfait. Mais je dois être honnête, Luciano Juba s'intégrerait parfaitement dans ce rôle. Il sait jouer défenseur central à la relance, milieu défensif lors d'une construction avancée, évoluer à l'intérieur ou attaquer sur les côtés. Pour moi, c'est l'arrière-gauche le plus complet du football brésilien. Honnêtement, Flamengo devrait le recruter.